Le monde des humains et la nature imprévisible. Le mal, le chaos, le dragon. De nombreux mythes fondateurs évoquent un combat avec un dragon. Chaque fois que les humains veulent repousser les limites de leur culture, ils doivent le vaincre symboliquement. Mais peut-on réellement terrasser le dragon? C'est toute la différence entre le gardien de dragon et le tueur de dragon. Le tueur de dragon est là pour éliminer le danger que représente le dragon. Le chaos, l'incohérence, l'élément qui vient de l'extérieur. Tuer le dragon revient à tuer la magie qu'incarne le dragon. Tandis que le gardien de dragon est prêt à intégrer cet élément du chaos dans l'équation. Les dragons ont toujours eu un point faible. Dans les vieilles légendes, ils représentent le mal, mais ils sont vulnérables. Peut-on aller jusqu'à les tuer? La chanson des Nibelungen est peut-être le plus célèbre récit de tueurs de dragons. Ses conséquences sont tragiques. C'est l'histoire de Siegfried, le tueur de dragons. Le héros Siegfried est d'abord un jeune enfant qui va être d'une certaine manière confié à la forêt et finalement adopté par un forgeron, un nain, qui s'appelle Regin. Regin va élever cet enfant jusqu'au moment où il va grandir, et l'enfant le héros, va partir tuer le dragon. Ce dragon s'appelle Fafnir. Il dort sur un trésor, le trésor des Nibelungen. Regin lui dit que le dragon a un point faible. C'est d'ailleurs l'intérêt du mal, c'est toujours avoir un point faible. Siegfried creuse une fosse, prend son épée, le dragon passe à l'endroit pour aller boire, et là, Siegfried éventre le dragon qui se vide de son sang. Et c'est ainsi que Siegfried va prendre possession du trésor. Du trésor maudit des Nibelungen. L'histoire continue. Il va faire cuire le cœur du dragon à la demande du forgeron. Puisqu'il lui a dit qu'il va, c'est rempli de sagesse, ou il pourra voir l'avenir, quelque chose comme ça. Et au moment où il le fait cuire, il se brûle le doigt, qu'il porte à sa bouche. Le doigt se recouvre d'une drôle d'armure, ou de corne en tout cas. Et tout d'un coup, Siegfried entend parler. Pourtant, il est tout seul. Il entend parler et il lève la tête, et dans l'arbre au-dessus de lui, il y a deux oiseaux. Ils sont en train de converser entre eux. Et Siegfried s'aperçoit qu'en fait, le fait d'avoir absorbé le sang du dragon lui donne un pouvoir particulier, celui de comprendre le langage des oiseaux. Et les oiseaux, parlant entre eux, lui révèlent le secret, lui révèlent que si jamais il se baignait dans le sang du dragon entièrement, son corps serait entièrement recouvert de cette carapace, de cette sorte d'armure qui le rendrait invulnérable, invincible. Invulnérable à son tour. Cette histoire deviendra le mythe fondateur du peuple allemand. L'Empire allemand a été proclamé à Versailles après la défaite de la France lors de la guerre de 1870. Quelques années plus tard, en 1875, se tint la première représentation de l'Anneau du Nibelung de Richard Wagner. Cette œuvre devait offrir aux Allemands, enfin unifiés en un seul empire, leur propre saga nationale, l'histoire allemande d'un tueur de dragons. En 1913, à Königswinter, à l'endroit même où Siegfried avait vaincu le dragon, fut élevée la Nibelungenhalle, un monument en hommage à Richard Wagner et à sa tétralogie. Rheingold. L'or du Rhin. Pour sa version de l'histoire héroïque de Siegfried, Richard Wagner s'est plongé au plus profond du folklore nordique.
Les jardins de Freya avec les pommes en or, on les voit là. Là, on est à Asgard. Nibelheim. Nibelheim, Niflheim chez les Scandinaves. Et on reconnaît l'anneau là. L'anneau maudit des Nibelungen. Un mythe des plus funestes, comme le montre l'histoire allemande. En 1909, le Reichstag allemand promet la Nibelungentreue, la fidélité des Nibelungen. Une fidélité inconditionnelle à la monarchie austro-hongroise, plaçant les liens mythiques au-dessus des alliances politiques. C'est ainsi que les Allemands entrent dans la Première Guerre mondiale, avec le récit des Nibelungen dans leur bagage. Ces mêmes Nibelungen qui, d'après la légende, ont foncé tête baissée à leur propre perte. Et pourtant, à l'issue de cet effroyable conflit, le mythe du Nibelung est toujours debout. La légende du coup de poignard dans le dos, selon laquelle l'armée allemande invaincue sur le champ de bataille aurait été trahie par la population civile, correspond parfaitement à l'histoire de Siegfried. Et le tueur de dragons a désormais un visage, celui d'Adolf Hitler, qui se voit en nouveau Siegfried. Le dragon là qu'on voit au Nibelungenhalle, le grand dragon qui est construit derrière le Nibelungenhalle, il est construit en 1933. C'est pas une année anodine. Non, c'est l'arrivée au pouvoir des nazis. C'est le début de la fin, enfin, c'est le début de la catastrophe en tout cas. Et d'ailleurs, Tolkien a une citation que je trouve très belle, et qui veut dire plein de choses. Elle dit, alors je ne le connais pas par cœur, hein, mais il dit « J'ai une rancune personnelle envers ce petit rougeau ignorant d'Adolf Hitler pour avoir maudit à jamais les mondes du Nord, les mondes mythologiques du Nord, qui pourtant sont une contribution majeure à l'Europe. » Et c'est beau parce que je trouve que c'est la rancune du poète envers le guerrier, bête et méchant. Et il a raison. Ces histoires, elles sont devenues malheureusement maudites aussi, comme le trésor des Nibelungen, alors que leur poésie est superbe. Et c'est clair que c'est fédérateur, oui, les sagas, le propre du mythe, ça explique, ça raconte les mensonges qui sont vrais. C'est un peu toujours se tromper, puisque l'avenir du monde, d'une part, il est évidemment ce qu'on en fait, mais aussi il contient les éléments soit du renouveau, soit de la perte. Et le dragon, il est complètement symbolique de ça. Il est annonciateur toujours. Lorsqu'il montre de nouveau sa tête, on se dit, ah, il va se passer quelque chose. Et là, c'est là qu'on a le choix. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va vers la tragédie? Est-ce qu'on va vers le renouveau?
C'est un peu comme si on avait un animal nu, et pour telle ou telle histoire, on lui donne tel ou tel costume, finalement. Et on l'habille comme au théâtre. C'est pas pour rien que c'est un animal artistique, au sens vraiment strict du terme, un animal qui joue dans l'art, un rôle important. On lui donne un costume comme au théâtre pour raconter une histoire. Les dragons surgissent, puis disparaissent pendant de longues périodes. Ils peuvent changer d'apparence. On ignore encore la signification qu'ont pu avoir pour les Vikings les créatures s'apparentant aux dragons. Mais les dragons sont si protéiformes que même le dragon viking païen a survécu dans les églises de Norvège, comme le prouvent les magnifiques sculptures de la Stavkirke de Borkund, une église de bois construite au XIe siècle. Les dragons sont le reflet de chaque culture et de ses mythes. Chaque époque possède ses propres dragons. Tandis que se profile la Seconde Guerre mondiale et que le monde bascule, les nazis obligent un homme à peindre des scènes de la chanson des Nibelungen sur les murs des casernes de la Wehrmacht. Cet homme s'appelle Edgar Ende. Peindre la chanson des Nibelungen est sa punition pour s'être abaissé, en tant qu'artiste, à créer des tableaux surréalistes. Edgar Ende a un fils, profondément touché, traumatisé même, par le destin de son père. Il se jure, une fois adulte, de raconter l'histoire d'un tout autre genre de dragon. Mikael Ende est devenu un auteur de romans jeunesse connu dans le monde entier, bien que ses livres aient été écrits avant tout pour des adultes. Mikael Ende ne croit pas que la fin de la guerre marque le début d'un renouveau pour les Allemands. En 1945, le pays est à genoux. Mais les vieilles histoires sont encore là. Et il le sait. Pour l'écrivain, il est clair que les mythes restent dangereux et que leur pouvoir peut encore être détourné. Alors il décide d'écrire l'histoire du combat entre un jeune garçon et un dragon. Un dragon qui oblige les enfants à apprendre les vieux contes cruels. L'histoire de Jim Bouton, qui continue à enchanter des générations de jeunes Allemands, est surtout connue pour son adaptation télévisée avec les marionnettes du théâtre de la Augsburger Puppenkiste. Un musée est rattaché à ce théâtre. Julia Voss, spécialiste de la littérature, s'est penchée sur les raisons du succès de l'œuvre de Mikael Ende. Loin d'être une simple histoire pour enfants, Jim Bouton est en réalité une parabole sur le fascisme. Il y est question de demi-dragons, de races pas assez pures pour pouvoir entrer dans la ville des dragons, de cheminées fumantes et surtout d'un orphelin à la peau noire, Jim Bouton lui-même. Pour Mikael Ende, les nazis ne se sont pas contentés de détourner les vieux mythes. Pour justifier leur folie raciste, ils ont aussi récupéré certaines connaissances scientifiques, comme la théorie de l'évolution. Alors que Charles Darwin descendait les côtes sud-américaines, se trouvait à bord de son navire, le Beagle, un jeune garçon capturé en terre de feu par les Anglais et qui devait être ramené dans son pays des années plus tard. On l'appela Jamie Button. Moi, je trouve ça très dur. Les enfants allemands des années 60 comprenaient
Ça? D'un côté, il est impossible de ne pas comprendre. C'est tellement... C'était un programme regardé par les familles, donc les parents comprenaient. Ils n'avaient pas pu oublier ces pancartes disant que les Juifs étaient interdits d'accès. Ils n'avaient pas oublié le concept de race impure et de race dominante. Il y a aussi la vision du train qui entre dans un tunnel d'où ressort la fumée. La symbolique est évidente. Dans le livre, il y a aussi une illustration qui montre le panneau de Lummerland, où il est écrit que seuls les dragons de race pure peuvent entrer dans la ville et que tout dragon de race impure sera tué. Und wenn sie nicht lernen, dann gibt es Hiebe. Hiebe! Hiebe sind gesund. Avec Madame Grinsdan, on entre dans la grotte du dragon, au cœur des ténèbres. Elle est source de mensonges et de peur. C'est effrayant. Je me souviens que lorsqu'on me racontait l'histoire, quand j'étais petite, je tremblais lorsque Madame Grinsdan leur criait dessus et les obligeait à dire des choses fausses. Jim Bouton, Lucas le conducteur de locomotive et Emma n'ont pas ce qu'il faut pour affronter un dragon. Wo kommst du denn her? Und wer bist du überhaupt? Ich heiße Jim Knopf und ich werde die Prinzessin Lisi und die anderen Kinder befreien. Ils ont de la chance et finissent par l'emporter. C'est une histoire à la David et Goliath. Quelque part, on se dit « tuez-la, tuez-la ». Lucas suggère finalement de la sauver, parce qu'ils ne sont pas comme ça. Ils la capturent et sont surpris de découvrir que c'est finalement le moyen de la transformer en autre chose. Mais ils ne pouvaient pas le savoir avant. Ils se rendent compte qu'en combattant la violence par la violence, on ne fait que provoquer davantage de violence. Mais si on la combat par l'empathie, on obtient la sagesse. Ich danke euch auch, dass ihr mich überwunden habt, ohne mich zu töten. Ihr müsst wissen, niemand, der böse ist dabei besonders glücklich. Wir Drachen sind eigentlich nur so böse, damit jemand kommt und uns besiegt. Leider werden wir dabei meistens umgebracht. Wir suchen uns jemand, den wir mit unserem Wissen quälen können. So wie ich zum Beispiel die Kinder. Jetzt werde ich in einen tiefen Schlaf sinken. Aber nach einem Jahr werde ich verwandelt aufwachen und ein goldener Drache der Weisheit sein, der alle Geheimnisse und Rätsel lösen kann. Le mal n'est pas le dragon. Il est impossible de tuer l'imagination. Pas plus que la sagesse. Et on ne peut tuer le mal. On peut seulement le dompter. Sur la côte normande s'élève une grande demeure construite pour le plus grand tueur de dragons,
Le mont Saint-Michel. Saint-Michel, le guide des âmes, a lui aussi combattu un dragon. Mais ce n'est pas le combat qui importe. Ce qui importe, c'est que Michel a su tenir en échec le mal qui est en nous. Le mal qui a envahi le monde avec Lucifer. Saint-Michel est le plus puissant des archanges. Lors du jugement dernier, il sera le défenseur des hommes. La grande victoire que remporta l'archange Saint-Michel fut celle sur le dragon, lorsqu'il chassa du ciel le dragon, c'est-à-dire Lucifer et tous ses suppôts. Mais Saint-Michel est aussi apparu aux hommes. Une de ces grandes apparitions eut lieu dans les années du Seigneur 710, à ce qu'on rapporte, au lieu dit la Tombe, situé non loin du bord de mer, à 6 milles de la ville d'Avranches. Michel apparut à l'évêque de la cité et lui ordonna de construire une église à cet endroit même pour y célébrer la mémoire de l'archange Michel. Comme sur le mont Gargano. L'évêque hésitant sur le lieu exact où il devait construire l'église, Michel lui dit que ce devait être à l'emplacement même où il trouverait un taureau caché par des brigands. Mais la légende dit même que Michel s'approcha de l'évêque et comme l'évêque hésitait encore, il posa son doigt sur la tête de l'évêque et il y fit un trou pour lui faire rentrer ça dans la tête et pour lui faire comprendre ce qu'il voulait. Tu crois pas qu'on a un peu terminé l'époque où il faut tuer les dragons? Que c'est le moment de presque établir un dialogue. Ce qu'on n'aurait jamais dû cesser de faire. Peut-être que celui qui te dit qu'il faut ou qu'il peut tuer le dragon, finalement c'est peut-être lui le plus dangereux de tous, non? Ah mais les mythes dans les mauvaises mains, c'est mortel, hein. C'est clair. Je crois que c'est pas pour rien hein, que les dragons sont populaires aujourd'hui. Ils ont ce don de ressurgir chaque fois qu'on est face à des grandes questions, à des grands changements, à des mondes en difficulté. J'ai l'impression qu'on les conjure presque. Parce alors est-ce que c'est eux qui amènent le potentiel de discorde et de désastre, ou est-ce que c'est nous qui amenons tout ça sous forme de dragon? Et puis la solution dans le temps était de tenter de les tuer assez souvent. Alors qu'aujourd'hui, il faut qu'on admette que ça fait partie de nous. Hein, c'est quelque part en nous. Et qu'il faut que c'est précieux, dans le fond. Le dragon est le trésor. Bah, exactement. C'est peut-être qu'il faut... On a beaucoup parlé de tueurs de dragons, de dompteurs de dragons. Peut-être qu'il y a un rôle maintenant pour le gardien de dragons, justement la préservation de tout ce qui est immatériel, intangible, presque irrationnel. Tout le domaine qui relève de l'approche artistique et qui a là-dedans, non pas forcément des solutions, mais des instants où la brume s'écarte et on voit. À travers. On voit à travers, on voit quelque chose, même si c'est un court moment.